Il faut être prudent avec certaines des personnes les plus gentilles que vous rencontrerez dans votre vie. Une personne qui est soudainement apparue dans la mienne et s'est parfaitement intégrée à mon groupe d'amis a également été l'individu le plus troublant que j'ai jamais rencontré. Cependant, grâce à lui, j'ai compris certaines choses sur la vie et sur la facilité avec laquelle on peut se retrouver dans des fréquentations étranges. J'avais un grand groupe d'amis, composé de 3 femmes et 5 hommes, dont moi. Nous nous sommes rencontrés au lycée et avons maintenu notre amitié, car nous sommes tous allés à la même université proche. D'autres groupes d'amis me disaient que nous avions de la chance car la plupart des gens perdent contact avec leurs anciens camarades d'école une fois que la vie suit son cours. J'étais content d'avoir toujours ce groupe, car il me rappelait des moments plus simples. Être avec eux, c'était comme manger de la nourriture réconfortante. Les soucis de l'avenir et les responsabilités disparaissaient quand j'étais avec eux. Nous avions une vingtaine d'années, et bien que certains d'entre nous sortaient ensemble et présentaient de nouveaux partenaires, ces personnes ne devenaient jamais vraiment des membres de la bande. Comme on dit, personne ne pouvait vraiment nous rejoindre. Jusqu'à ce que l'un de mes amis, Richard, nous présente un homme nommé François. François était son collègue de travail et l'homme le plus charismatique que j'ai jamais rencontré. Ce n'était pas un charisme direct, celui que l'on voit immédiatement, mais plutôt une confiance en soi inébranlable et une manière de parler qui te donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. J'aime les femmes, mais il m'est arrivé de me demander si c'était vraiment le cas. Il te touchait toujours, pas de manière inconvenante, mais avec une main sur l'épaule ou une petite tape dans le dos. Il créait immédiatement un lien, et nous l'aimions tous plus que toute autre personne nouvelle. François a donc commencé à se joindre plus souvent à nos réunions. C'était rafraîchissant, car 8 amis de lycée ont tendance à répéter les mêmes anecdotes encore et encore, jusqu'à en mourir d'ennui. Mais François avait des histoires incroyables, comme lorsqu'il causait des ennuis depuis l'âge de 10 ans, fuyait ses parents jusqu'à ce que la police le retrouve ou s'échappait pour voir sa petite amie que ses parents détestaient. Il avait plein d'histoires de ce genre qui nous fascinaient, et ce n'était pas seulement ce qu'il racontait, mais ce qu'il faisait de chacune de ses expériences. François nous a dit que ses jours de rébellion avaient pris fin à l'université, lorsqu'il avait rencontré des gens inspirants et commencé à voir la vie comme une opportunité d'aider les autres. Il disait que tout le monde devait s'entraider autant que possible, et c'était une belle pensée, bien sûr, mais en général, les gens étaient trop occupés ou trop fatigués pour rendre des services si facilement. Mais François n'était pas comme ça. Notre amie Hélène a perdu son emploi en essayant de porter plainte auprès des ressources humaines contre un collègue qui l'a touchée de manière inappropriée. Elle l'a mentionné dans notre conversation de groupe, et j'ai suggéré que nous trouvions un avocat pour poursuivre l'entreprise en justice. C'est alors que j'ai découvert que François avait été ajouté à notre groupe, car une notification François écrit est apparue. Il a dit à Hélène de ne pas s'inquiéter, car il connaissait des gens et pouvait lui trouver un nouveau travail. Et il a tenu parole. Hélène a eu un nouveau poste en moins de 2 semaines, avec un meilleur salaire et de vrais avantages. Une fois qu'elle s'était installée dans son nouveau travail, elle a décidé de tourner la page et d'oublier son ancien emploi, et nous avons soutenu sa décision de ne pas engager de poursuite. C'est alors que François est devenu le héros de notre groupe. Lorsque notre autre amie, Tina, a eu besoin d'aide pour déménager, François a amené quelques amis à lui pour l'aider à déplacer toutes ses affaires, sans qu'elle ait à dépenser un sou. Je n'ai pas pu aider à cause de mes problèmes de dos, mais c'était vraiment impressionnant. Il semblait que François avait des milliers d'exemples où il aidait chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Je ne le connaissais que depuis quelques mois, et il était devenu la personne sur laquelle nous comptions le plus. Cela signifiait que, malgré son statut de nouveau membre du groupe, il avait en quelque sorte pris le rôle de leader. François choisissait où nous nous retrouvions, et au début, cela ne nous dérangeait pas, car c'était une agréable pause dans la routine. Nous pouvions goûter de nouvelles cuisines ou découvrir de nouveaux endroits. Cependant, un soir, quelque chose a commencé à me déranger lorsque Hélène a mentionné qu'elle avait envie de nos traditionnels pierogies, mais François a remarqué un nouveau restaurant vietnamien qu'il voulait soutenir. Moi aussi, j'avais envie de pierogies, mais je n'ai pas voulu contredire François à ce moment-là, pas pour une raison particulière,
juste parce que je me sentais mal à l'idée de m'opposer à ce gars qui voulait soutenir un petit restaurant. Nous voulions aller dans notre chaîne de restaurants habituelle, mais nous avons fini par suivre le choix de François et c'était correct. La nourriture était exotique et pleine de saveurs, mais, sans vouloir offenser, ce n'était pas quelque chose que je pourrais manger tous les jours. Hélène n'était pas non plus satisfaite, alors j'ai essayé de la faire rire en disant que nous avions probablement mangé des pierogies 1 million de fois et que c'était bien de varier nos choix. François avait raison sur le soutien au petit commerce, alors Hélène s'est réconfortée et nous avons oublié l'affaire. Pourtant, je me souviens d'avoir trouvé cela étrange, surtout à la lumière de ce qui s'est passé par la suite. La vie dans notre groupe continuait comme d'habitude. Notre troisième amie, Élise, nous a présenté son petit ami. C'était un type sympa, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, nous n'étions pas doués pour accepter les nouveaux venus. Nous savions donc que nous ne le verrions pas souvent. Les partenaires, copains et copines, étaient gardés à distance. Mais peu de temps après, Élise a rompu avec ce gars. Ils n'étaient ensemble que depuis 2 mois, ce qui était étrange, car Élise était très sérieuse. Elle ne se lançait pas dans des relations si elle ne les voyait pas à long terme. Elle vérifiait toujours minutieusement les garçons avant de les appeler ses petits amis. J'ai demandé à Richard ce qui s'était passé lorsque François nous a emmenés dans un étrange barbecue brésilien avec karaoké. Pendant que tout le monde chantait, Richard m'a dit qu'Élise avait rompu avec son copain à cause de François. J'ai demandé si Élise aimait François ou s'ils sortaient ensemble, et Richard m'a dit que ce n'était pas ça. François avait remarqué que le copain d'Élise regardait d'autres femmes dans les clubs et qu'il connaissait des gens qui le connaissaient mieux. Il s'avérait qu'il n'était pas aussi gentil qu'il en avait l'air. François en a parlé à Élise et, quelques semaines plus tard, elle a rompu avec lui. Richard m'a dit qu'il était content que François ait remarqué cela, car Élise ne méritait pas un chagrin d'amour. Mais cette histoire ne me plaisait pas tout à fait. J'ai dit que François n'aurait pas dû se mêler et qu'il aurait dû laisser les choses suivre leur cours. Richard a insisté sur le fait que c'était bien que quelqu'un dans notre groupe prenne autant soin des filles et veuille les protéger. Jusqu'à présent, c'était François qui les avait le plus protégées et aidées. Je me suis demandé si François plaisait à l'une des filles, mais cela semblait peu probable, car il ne les draguait jamais lors de nos rencontres. Richard a remarqué que je faisais la grimace et m'a dit que je devrais être reconnaissant envers François. Je savais qu'il avait raison. Quelques semaines avant notre conversation, la cave de mes parents avait été inondée et leur assurance ne le couvrait pas. François avait trouvé des gens qui ont travaillé presque gratuitement et a mobilisé notre groupe pour aider à couvrir les frais dont ma famille avait besoin. J'ai dit à Richard qu'il avait entièrement raison et que j'étais très reconnaissant envers François, malgré mes inquiétudes. C'est probablement pour cette raison que moi et tous les autres, nous nous sommes laissés convaincre pour une nouvelle sortie proposée par François. Nous étions chez notre ami Olivier, lorsque François a annoncé que nous devions réserver un week-end pour son voyage annuel en glamping. J'ai commencé à râler car je déteste la nature. Hélène était de mon côté, mais les autres gars, Richard, Olivier, Julien et Xavier, m'ont dit que je devais cela à François. François a répondu que personne ne lui devait rien, mais qu'il organisait ce voyage chaque année et qu'il serait extrêmement reconnaissant si cette fois, ses amis pouvaient l'accompagner. J'étais frustré, car après qu'il ait dit cela, je ne pouvais plus refuser. J'ai regardé Hélène, Élise et Tina qui n'ont fait que hausser les épaules. Aucune d'elles ne voulait y aller, ce qui était inhabituel pour nous, mais les autres étaient déjà partants. J'ai fini par dire « D'accord, on part en glamping ». Quelques semaines après cette soirée, nous sommes partis pour un voyage de 3 jours et 2 nuits en glamping. Je m'étais tartiné de répulsif contre les moustiques et j'en avais acheté encore plus au cas où. Nous sommes arrivés à l'endroit choisi par François après 5 heures de route. C'était suffisamment éloigné pour sentir l'odeur des pins, mais il y avait aussi d'autres gens autour, ce qui m'a un peu rassuré. Cependant, ma vision du glamping était très différente de celle de François. L'endroit avait des tentes, mais elles ne semblaient pas du tout luxueuses. Ces lits de fortune avaient l'air dangereux, surtout pour mon dos, et le seul avantage était qu'il y avait un petit bâtiment à proximité avec de vraies toilettes et des douches. Les filles ont commencé à se plaindre de la version du glamping de François.
Il leur a répondu que cet endroit était bien meilleur que du vrai camping, et qu'il l'avait spécialement choisi pour son bâtiment avec toilette, afin que nous soyons plus à l'aise. Avec le recul, je vois que c'était une manière d'éluder les critiques. Chaque fois que nous avions une objection, François soulignait à quel point il se donnait du mal pour nous rendre heureux. C'était très efficace, car cela nous maintenait sous contrôle. Plus tard, après que tout le monde ait choisi son lit et se soit installé, François nous a rassemblés autour du feu de camp non encore allumé, même s'il faisait encore jour. Il a dit qu'il aimait toujours commencer ses voyages par une petite prière au ciel. Je ne savais pas qu'il était religieux, alors je lui ai posé la question, et François a ri en disant qu'il était simplement spirituel, mais qu'il voulait que nous nous joignions tous à lui. Nous avons accepté. Au début, c'était sérieux, bien que je savais que certains des gars pensaient que François plaisantait. Puis, nous avons commencé à en rire. Nous avions tous vu ce film avec Sandra Bullock et Betty White, alors nous avons imité la scène du rituel, sautant partout. C'était la première fois que je me détendais vraiment depuis que j'avais pris le volant. J'étais l'un des conducteurs, car j'avais un SUV. À un moment donné, j'ai remarqué l'expression de François. On pouvait dire qu'il était déçu. Je ne dirais pas qu'il était en colère, car il n'a pas dit un mot, mais après la prière, il est entré dans sa tente, tandis que nous continuions à faire les fous autour du feu. Je ne voulais plus y prêter attention, alors j'ai ri et dansé avec Hélène. J'étais surpris de voir à quel point nous nous amusions ce soir-là. Nous avons allumé le feu de camp, mangé des saucisses, et Xavier nous a raconté des histoires effrayantes. François a ajouté quelques-unes de ses propres aventures, bien que je ne sois pas sûr qu'elles soient toutes vraies, mais à ce moment-là, je m'en fichais. Je ne m'inquiétais plus des moustiques, car ma bougie à la citronnelle fonctionnait vraiment. Après tout ça, j'ai dormi comme un bébé. Le lendemain matin, François nous a dit que nous allions faire une longue randonnée en forêt. J'ai demandé si quelqu'un pouvait rester, car marcher était un cauchemar pour mon dos. Mais après la soirée de la veille, tout le monde voulait être aventureux, alors ils m'ont entraîné avec eux. Après quelques heures de marche, nous sommes arrivés à une petite et jolie cascade. François nous a demandé de nous y arrêter. J'ai dit que l'eau semblait glaciale et que j'espérais qu'il ne nous demanderait pas de sauter dedans, car je ne le ferais certainement pas. J'ai dit cela sur le ton de la plaisanterie, mais j'étais sincère et je devais tenir ma position. François m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu vas entrer dans cette eau. Nous allons tous y entrer. Maintenant. Enlève tes vêtements. » J'ai ri, disant que c'était assez drôle, mais non, je ne le ferai pas. Il m'a alors dit que je n'avais pas le choix. Je devais le faire. Nous devions tous le faire, car c'était la raison de notre venue ici. J'ai encore refusé, pensant qu'il plaisantait toujours, mais Hélène s'est rangée de mon côté, disant également « non ». Olivier s'est joint à François et a commencé à nous traiter de lâches. Tout à coup, les gens ont commencé à prendre parti, même si personne ne proposait réellement quoi que ce soit. Hélène, Élise et Tina étaient de mon côté, non seulement parce que l'eau semblait trop froide pour y nager, mais aussi parce qu'elles n'aimaient pas l'idée de se déshabiller dans la forêt. Oui, François voulait que tout le monde soit nu. Nous nous connaissions depuis des années, mais pas de cette manière. Nous avions été à la plage, et nous nous étions vus en maillot de bain et en short, mais c'était tout. Pendant ce temps, François avait tous les hommes de son côté, sauf moi. Il y a eu un silence soudain, jusqu'à ce qu'Hélène dise que c'était suffisant et qu'elle commence à rire nerveusement, s'éloignant dans la direction d'où nous venions. François l'a attrapée par le bras et l'a violemment ramenée en arrière. Il lui a dit qu'elle ne pouvait pas partir, car il lui avait trouvé du travail et l'avait aidée quand elle en avait besoin, donc elle devait lui faire confiance. Je n'ai pas aimé cette phrase. C'était une autre tentative de manipulation de sa part, alors j'ai dit qu'il était temps d'en finir, car nous ne le ferions pas. Ce n'était pas drôle, et le meilleur compromis serait que nous partions, tandis que le reste des gars pouvaient faire ce qu'ils voulaient, même si c'était quelque chose d'aussi bizarre que la nudité. François a regardé mes amis, secouant la tête comme s'il leur demandait « Qu'attendez-vous » Et tout à coup, tous les hommes se sont précipités, ils nous ont encerclés et ont commencé à arracher nos vêtements, en se moquant de nous. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti en tant qu'homme, alors je ne peux même pas imaginer ce que ressentaient Hélène, Tina et Élise. J'ai repoussé Olivier et aidé les filles, et j'étais plus en colère que jamais. François n'a touché aucune d'entre nous. Il se tenait là, les bras croisés, comme un père attendant que ses enfants obéissent. Les autres hommes riaient simplement,
comme s'ils attendaient à quelque chose, tandis que nous les regardions, choqués et blessés. À ce moment-là, je ne reconnaissais plus aucun d'entre eux. J'ai entendu Élise sangloter, Tina avait les bras croisés sur sa poitrine, et Hélène enfilait une veste que quelqu'un lui avait enlevée plus tôt. Je savais que notre longue amitié venait de prendre fin à cet instant. Tout à coup, François a applaudi et crié « Je crois qu'ils ont besoin d'encouragement pour nous rejoindre, n'est-ce pas ?» Je n'ai aucune idée de comment il en est arrivé à cette conclusion en voyant nos visages, mais les hommes ont commencé à se déshabiller. Les filles se sont instinctivement détournées d'eux et se sont rapprochées les unes des autres. François a également enlevé ses vêtements, complètement nus, et a commencé à sauter partout en émettant des bruits étranges, comme des cris de singes. Les autres hommes l'ont imité. J'avais l'impression d'être dans une zone de crépuscule, car ils étaient soudainement devenus primitifs. Ils couraient autour de nous, nous forçant à nous rapprocher, et j'essayais de protéger les filles, mais j'étais moi-même terrifié. Soudain, François est monté sur un rocher et a commencé à scander son nom. Les autres hommes ont fait de même et la forêt a été remplie de leurs cris, jusqu'à ce que François leur ordonne de sauter dans l'eau glacée. Je ne savais toujours pas s'il s'agissait d'une blague folle. Je les ai regardés, stupéfaits, alors qu'ils plongeaient sans hésiter dans l'eau. Pendant ce temps, les filles derrière moi pleuraient. François est descendu du rocher et s'est approché de moi, toujours nu. Son expression ne ressemblait plus à celle de l'homme qui, auparavant, aidait tout le monde avec tant d'enthousiasme. Il y avait dans son regard une sorte de fierté, mais aussi de la colère que nous lui refusions ce qu'il voulait. Il a dit qu'il allait nous poser la question une dernière fois. Allions-nous le rejoindre? Ou bien, si nous refusions, nous ne serions plus jamais les bienvenus dans son groupe. J'ai rassemblé tout mon courage pour lui répondre que nous ne le ferions pas. En réponse, il a craché sur mes chaussures de randonnée et a couru pour sauter dans le lac, tandis que les autres hommes l'acclamaient. Je me suis tourné vers les filles et leur ai dit de se tenir par la main. J'ai sorti mon téléphone et commencé à nous guider sur le chemin du retour, en ignorant leurs appels pour que nous revenions. Quand nous avons atteint le camp, je leur ai dit de rapidement rassembler leurs affaires, car nous partions immédiatement. Elles ont accepté sans hésiter. Nous sommes montés dans ma voiture et avons pris la route du retour. Ce trajet était une folie. Élise et Tina pleuraient, se serrant l'une contre l'autre sur la banquette arrière, tandis que mes mains tremblaient sur le volant. Je me forçais à rester calme pour pouvoir les ramener en toute sécurité. Hélène a posé sa main sur mon épaule et a commencé à le masser pour essayer de me calmer. Nous avons discuté, puis après 1 heure de route, le silence s'est installé dans la voiture. Finalement, Hélène a demandé doucement « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que c'était tout ça ?» J'ai juste secoué la tête car je n'en avais aucune idée. Je ne savais pas si ces types avaient pris du LSD ou d'autres drogues. Certains d'entre eux expérimentaient de temps en temps, mais la façon dont ils se comportaient ce jour-là ne faisait absolument aucun sens. Élise a demandé si nous devions aller à la police et signaler ce qui s'était passé, car techniquement, nous avions été agressés. Je n'y connaissais rien, mais j'ai dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle jugeait nécessaire, et les filles ont commencé à discuter de leurs options. À ce moment-là, je n'ai pas pu me retenir et j'ai commencé à pleurer. Je balbutiais des excuses, disant que je n'avais pas pu mieux les protéger. C'est Hélène qui a été la voix de la raison à ce moment-là. Elle m'a dit que ce n'était pas ma faute, ni la nôtre. C'était François et nos amis qui l'avaient soutenu, les véritables responsables. Tina a clairement exprimé qu'elle ne voulait plus jamais avoir affaire à eux, et nous étions tous d'accord. Moi non plus. Je ne voulais plus les voir, même si nous avions été si proches pendant toute notre vie. Ils avaient changé. Quelque chose comme ça ne devrait jamais arriver. Hélène a convaincu les filles de passer la nuit chez elle. Elle m'a aussi invité, mais je n'étais pas sûr qu'elle veuille que je reste là avec elle en tant qu'homme. J'ai proposé de venir les chercher le lendemain et de les accompagner à la police, si elles le souhaitaient. Finalement, elles n'ont pas porté plainte, car Hélène a appelé son cousin, qui est avocat. Il a dit que la police ne ferait probablement rien car cela passerait pour une simple baignade nue entre amis. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés pour déjeuner chez Hélène. C'était un dimanche. Nous avons discuté plus en détail de tout ce qui s'était passé. J'ai enfin pu exprimer mes sentiments à propos de François
et à quel point il m'avait mis mal à l'aise depuis un moment. Les filles ressentèrent la même chose et elles m'ont même raconté encore plus d'histoires. Tina a expliqué que François se présentait souvent chez elle sans prévenir et restait bien plus longtemps qu'il ne le devrait. Il n'avait jamais été inapproprié avec elle, alors elle n'avait pas eu le cœur de le mettre à la porte. Élise, quant à elle, a révélé que François avait parlé à son ex-petite amie dans son dos et l'avait convaincu de rompre avec elle. Élise nous avait raconté une autre version, car elle ne voulait pas que nous sachions la vérité, étant donné que tout le monde semblait tant aimer François. J'étais furieux en entendant cela. Si Élise avait été honnête dès le début, nous aurions peut-être pu faire quelque chose. Mais je n'ai rien dit. Après le déjeuner, nous avons tous convenu que notre groupe d'amis n'existait plus vraiment. C'était amer, mais nous savions tous que c'était la meilleure décision. Je suis rentré chez moi sans savoir quand, ou même si, je reverrais un jour l'un d'entre eux. Nous avions tous besoin de prendre un peu de distance. Ce soir-là, Richard m'a appelé, mais je n'ai pas répondu. Nous avons tous quitté notre groupe de discussion, et je les ai également bloqués individuellement. Olivier est venu chez moi, mais je ne lui ai pas ouvert. Quelques jours plus tard, François est apparu à son tour. Cette fois, je me suis approché de la porte et je lui ai dit de partir, sinon j'appellerai la police. Je lui ai aussi dit que les filles feraient de même, et je l'ai traité de psychopathe qui devait sortir de nos vies pour de bon. Je ne pensais pas qu'il ferait ce que je lui demandais, mais il est parti. Les autres gars ont cessé de nous contacter, et comme je m'y attendais, ils n'ont plus essayé de joindre les filles non plus. Nous avons perdu tout contact. J'avais d'autres amis, donc je n'étais jamais complètement seul, même si après cette sortie, il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Mais au final, tout est revenu à la normale, et ma vie est maintenant assez stable. Élise a réussi à se remettre avec son petit ami, et d'après ce que j'ai vu sur Instagram, ils se sont fiancés. Hélène a quitté l'emploi que François lui avait trouvé et a déménagé à l'étranger. C'est avec elle que j'échange le plus souvent des nouvelles, même si ce n'est pas très fréquent. Tina va bien, elle a récemment emménagé avec son compagnon. Quant aux hommes, je n'ai plus aucun contact avec eux. Quand je suis parfois tenté de me renseigner, je me souviens de cette randonnée et je me retiens de consulter leurs profils sur les réseaux sociaux. J'ai cependant entendu parler de François. Il est devenu une sorte de conférencier motivant sur les réseaux sociaux et les gens de notre région semblent le connaître. J'essaie d'ignorer sa célébrité, car c'est mieux pour ma santé mentale. Je n'ai aucune idée de ce qui leur est passé par la tête ce jour-là. J'ai toujours une théorie selon laquelle ils étaient peut-être sous l'influence de drogue. Certains d'entre eux expérimentaient de temps en temps, mais la manière dont ils se sont comportés ce jour-là n'a tout simplement aucun sens. Lorsque j'ai commencé le lycée, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Alexandra, une personne qui, pendant plus de 10 ans, est devenue tout pour moi. J'étais une enfant solitaire et timide, et Alexandra a rendu le lycée incroyablement amusant. Nous avions d'autres amis, mais à la fin de la journée, c'était toujours juste nous deux, Alexandra et moi. Nous avions décidé ensemble d'aller à la même université et d'étudier le management, car Alexandra disait que cela nous ouvrirait de nombreuses portes. J'ai pensé que c'était une bonne idée, et l'univers semblait être de notre côté, car ça a fonctionné. La première année, nous avons partagé une chambre en résidence, puis, pour les 3 années suivantes, nous avons loué un appartement en dehors du campus. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai pensé qu'il serait bien de vivre ensemble pour la première fois en tant qu'adultes, mais pour cela, nous avions besoin d'un travail. Nous avons donc commencé à chercher. Quelques semaines après la fin des études, Alexandra a été invitée à un entretien dans une bonne entreprise. Elle a décroché le poste et a réussi à me recommander. Elle m'a encouragé à postuler et 1 mois plus tard, je travaillais au même endroit. Je sentais vraiment que nous étions comme des sœurs, dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous avons trouvé des studios sur la même rue et ils étaient abordables. Alexandra disait que nous pouvions être indépendantes tout en nous soutenant mutuellement, ce qui était une excellente idée. Pendant la majeure partie de ma vie, je n'arrivais pas à croire à ma chance d'avoir trouvé ma meilleure amie. Mais cette nouvelle situation avec nos appartements et nos emplois a apporté quelques changements. Mes horaires de travail étaient plus longs que ceux d'Alexandra, car nos postes étaient légèrement différents. C'est difficile à expliquer, mais je devais rester 1 heure de plus presque chaque jour.
Au début, Alexandra m'attendait pour qu'on puisse rentrer en tramway ensemble, mais la foule aux heures de pointe devenait agaçante. Finalement, elle a décidé de partir à l'heure et de vaquer à ses occupations. Cependant, elle m'appelait toujours, et moi, je lui envoyais toujours un message ou un emoji rapide quand je rentrais. Le truc, c'est qu'à cette époque, j'avais retrouvé quelque chose que je n'avais pas eu depuis le lycée, du temps pour moi. Je pouvais faire mes courses toute seule, et c'est là que j'ai rencontré David. Je suis un peu particulière, donc les rencontres amoureuses ne m'ont jamais vraiment intéressée, alors que tout le monde autour de moi semblait en être obsédé. Je n'ai eu qu'un petit copain pendant 2 semaines au lycée et quelques baisers furtifs à l'université, mais ça n'avait jamais été sérieux. Les personnages des livres me suffisaient amplement, si tu vois ce que je veux dire. Mais David, c'était différent. Notre première rencontre ressemblait à une comédie romantique. On s'est littéralement rentré dedans au supermarché et il a commencé à flirter avec moi ouvertement. Il ressemblait aux hommes de mes romans, alors je me suis jeté sur lui, évidemment de façon métaphorique. Ce soir-là, nous avons passé la nuit ensemble, et j'ai toujours pensé que les filles timides ne l'étaient que parce qu'elles n'avaient pas encore rencontré le bon. Mais ce n'était pas une simple aventure. David voulait quelque chose de plus, et il habitait près de chez moi, ce qui était parfait. Ce n'est qu'après quelque temps que je me suis rendu compte que je n'avais pas vu Alexandra depuis presque 3 semaines. Un jour, après le travail, elle m'attendait et m'a dit qu'elle était désolée d'avoir été si distante. Elle m'a expliqué que s'envoyer juste des messages et des mèmes ne suffisait pas. Elle m'a demandé ce que je faisais, et je lui ai parlé de David. Dire qu'elle était choquée serait un euphémisme. Quand je lui ai dit que ça devenait sérieux entre nous, elle était encore plus surprise et préoccupée. Je l'ai rassurée, lui disant que tout allait bien, que j'aimais beaucoup David, mais que je n'étais pas non plus naïve. Cependant, je ne pouvais pas sortir avec elle ce soir-là, car j'avais déjà des plans avec David. Ça ne lui a pas plu, et elle ne s'en est pas cachée. Nous avons discuté de la façon dont, en grandissant, nous ne voulions jamais devenir ces femmes qui oublient leurs amis dès qu'elles trouvent un petit ami. Je lui ai dit que ce n'était pas la même chose, car j'avais déjà prévu quelque chose avec David. Alexandra a remarqué qu'auparavant, nous n'avions jamais besoin de faire de plans. Je lui ai dit qu'elle devait s'y habituer car sinon d'autres jours s'écouleraient, sans que nous nous voyions. J'ai essayé de rester optimiste pendant cette conversation, mais je voyais bien qu'elle n'était pas entièrement satisfaite. Elle a soupiré et dit que nous sortirions le lendemain soir et que je devais lui promettre de tout lui raconter. J'ai pensé que c'était une excellente idée. Le lendemain, pendant notre sortie, je lui ai tout raconté sur David, tout ce qui n'était pas trop privé. Mais Alexandra voulait en savoir plus. Elle m'a posé des questions sur son adresse exacte, où il travaillait, combien il mesurait, quel était son signe astrologique, quand il était né. J'étais un peu perdu, mais j'ai répondu autant que je pouvais. Alexandra m'a demandé de découvrir le reste, et j'ai promis que je le ferais, car nous devions nous revoir dans quelques jours. Nous avons convenu d'aller dans un nouveau restaurant et Alexandra a demandé lequel. J'ai répondu sans y penser. Et tu sais quoi? Elle est venue à notre rendez-vous sans y être invitée. David et moi étions déjà assis à notre table, et elle était juste là, debout, sans rien dire. L'ambiance est devenue gênante, et j'ai regardé David en mordillant ma lèvre. Il a compris ce qui se passait et l'a invité à s'asseoir. Ça ne me plaisait pas, mais le lendemain, au travail, elle est venue à mon bureau et m'a demandé si nous pouvions bientôt faire une soirée entre filles chez moi. J'ai trouvé l'idée géniale, car je me demandais comment lui dire que débarquer au restaurant sans invitation n'était pas correct. Mais je n'étais pas encore sûr que ce soit vraiment grave, vu que nous nous connaissions depuis si longtemps. Nous avons organisé notre soirée entre filles, qui était amusante, pleine de rire et de nourriture. J'ai abordé le sujet du rendez-vous gâché, mais Alexandra a habilement évité la question, et j'ai finalement abandonné. Ce n'est pas grave, me suis-je dit. Je ne voulais pas la vexer ou la blesser en disant qu'elle avait en fait joué les troubles-fêtes. La vie amoureuse d'Alexandra était compliquée. Je ne savais pas grand-chose, mais elle voyait plusieurs garçons à l'université et disait que c'était le moment d'expérimenter. D'une certaine manière,
Je l'avais toujours considéré comme mon opposé, quelqu'un qui ne se souciait tout simplement pas de ce genre de choses. Je n'avais jamais vu les visages des hommes qu'elle fréquentait, et si elle couchait avec eux, c'était dans leurs appartements. Je savais qu'elle n'était jamais sérieusement impliquée avec aucun d'entre eux. Techniquement, j'étais la première à avoir un petit ami stable. Quelques jours après notre soirée entre filles, j'ai remarqué que David n'avait ni écrit ni appelé depuis la dernière fois que nous nous étions vus, la veille de cette soirée. Il ne répondait pas à mes messages, et j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai pensé à appeler Alexandra, mais je ne voulais pas. Ce qui se passait entre David et moi semblait privé. D'un autre côté, cela me semblait idiot de paniquer après seulement quelques jours. Alors j'ai décidé d'attendre. J'ai commencé à nettoyer mon appartement pour passer le temps et c'est là que je l'ai trouvé. Sous mon lit, il y avait une boîte à chaussures. Je ne garde jamais de boîtes à chaussures. Mes parents étaient pratiquement des collectionneurs et je m'étais promis de jeter tout ce dont je n'avais pas besoin. Cette boîte était petite, comme celle pour des chaussures d'enfant. Je l'ai sortie et j'ai failli la jeter, mais quelque chose m'a dit de regarder à l'intérieur. C'était étrange. J'y ai trouvé une serviette tachée de nourriture, un vieux tube de rouge à lèvres rouge, quelques cheveux et une petite fiole contenant un liquide noir. L'intérieur sentait l'encens, le genre qui me donnait toujours mal à la tête. Je ne me souvenais pas d'avoir jamais eu ce genre de choses, mais j'ai pris la serviette et j'ai remarqué le logo de ce nouveau restaurant. Nous n'y avions pas mangé depuis qu'Alexandra avait fait irruption lors de notre rendez-vous. Je n'avais jamais pris cette serviette, ce qui signifiait que seulement 2 personnes pouvaient avoir fabriqué cette boîte et l'avoir placée sous mon lit. Un souvenir m'est revenu. Mon petit ami du lycée, celui avec qui je suis sorti pendant 2 semaines. Nous avions rompu, et j'étais déprimé dans ma chambre quand Alexandra est venue avec de la glace et des gâteaux. Je me souviens avoir accidentellement fait tomber un gâteau qui avait roulé sous le lit. Quand je l'ai récupéré, j'avais trouvé une chaussette qui sentait exactement comme cette boîte, et je n'avais jamais su ce qu'il y avait à l'intérieur. Alexandra l'avait prise avant que je ne puisse vérifier et m'avait dit de ne pas m'inquiéter car j'étais déjà abattu à l'époque. Plus tard, elle l'avait jetée ou emmenée chez elle, et je n'y avais plus pensé. La boîte devait donc venir d'elle, pas de David. J'ai eu une drôle d'impression, alors j'ai pris une photo. Finalement, j'ai trouvé un forum en ligne, et presque immédiatement, les gens m'ont dit de ne pas toucher ces objets. Trop tard, me suis-je dit, mais bon. Ils ont dit que c'était de la magie, la mauvaise. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais quelqu'un a expliqué plus en détail, et j'ai été choqué de lire ce qu'il m'a dit, sans que j'aie donné plus d'explications de ma part. Cette personne m'a demandé si j'avais un petit ami, et si c'était le cas, il était probablement en train de s'éloigner de moi, car cette boîte était destinée à nous séparer. J'ai répondu que je n'avais pas parlé à mon petit ami depuis quelques jours et que je pensais savoir qui avait fait ça. La personne m'a conseillé de confronter cette personne et de jeter les objets après. Je n'étais pas sûr de croire à tout cela, mais j'ai pris la boîte avec moi au travail, et pendant ma pause déjeuner, je suis allé trouver Alexandra. Je lui ai demandé de venir avec moi aux toilettes, et elle a souri en marchant avec moi. Elle m'a demandé si tout allait bien avec David, et sa remarque innocente m'a fait frissonner, comme si elle savait déjà. Nous sommes entrés dans les toilettes, et j'ai vérifié qu'il n'y avait personne d'autre. J'ai sorti la boîte de mon sac et exigé des explications sur ce qu'elle avait fait. Alexandra a nié avoir quoi que ce soit à voir avec cette boîte, mais je savais qu'elle n'était pas une bonne menteuse. Je la connaissais, du moins, je le pensais, depuis des années. J'ai même mentionné la chaussette que j'avais trouvée sous mon lit autrefois. À ce moment-là, j'ai vu son expression changer devant moi, mais au lieu de me regarder dans les yeux, elle ne faisait que me fixer à travers le miroir. Je ne sais pas comment décrire cela, mais ce moment ressemblait à une scène de La Petite Sirène, quand Ursula se transforme en Vanessa, mais dans le miroir, elle ressemble toujours à Ursula. Ce n'était peut-être pas aussi évident, mais la façon dont le visage d'Alexandra se tordait dans une colère refoulée n'était pas normale pour elle. D'habitude, elle était joyeuse et sociable. Puis elle a pris la boîte de mes mains et l'a jetée à la poubelle. Ensuite, elle m'a de nouveau regardé à travers le miroir et a dit « D'accord, je l'ai fait. Et qu'est-ce que tu vas faire ?» Je me suis reculé, essayant de la forcer à me regarder dans les yeux, mais elle ne voulait pas. Je me contentais de la regarder à travers ce miroir.
Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça car j'avais vérifié sur Internet et les gens m'avaient dit que c'était une sorte de magie vaudou ou quelque chose du genre. Alexandra a commencé à éviter la question et m'a demandé si j'avais rompu avec David. Je n'avais pas rompu car je n'avais pas parlé avec lui depuis quelques jours et elle s'est juste mise à rire, de ce rire étrange. Peut-être que ce n'était pas aussi dramatique que pour Ursula, mais je te jure que ça y ressemblait. Elle m'a dit que c'était fini entre David et moi, et que je devais me rappeler qu'elle était ma meilleure amie, et moi la sienne. Elle a fortement insisté sur cette phrase. « Tu es à moi », et je me suis juste reculé. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait ni de ce qu'elle voulait dire. Avant que je puisse reculer davantage, elle m'a attrapé par la main. Cette fois, son visage s'est tourné vers moi, mais pour une raison quelconque, elle ne pouvait pas me regarder droit dans les yeux. Ses doigts ont commencé à se faufiler autour de mes poignets, presque comme si elle me caressait, mais ce n'était pas tout à fait ça, car je tentais de me dégager. Je lui ai demandé d'arrêter et de me parler comme une personne normale, car elle me faisait peur. Je ne sais pas si je criais à ce moment-là, probablement, mais Alexandra ne s'arrêtait pas. Elle a essayé de saisir mon autre main, mais j'ai réussi à l'éviter jusqu'à ce que mon dos touche le mur. J'ai entendu un murmure sortir doucement de sa bouche. « Tu es à moi. Tu ne me quitteras jamais. » Finalement, elle a attrapé mon autre main et a commencé à répéter ce geste étrange de caresser mes poignets, presque comme si elle comptait chacun d'eux, lentement. Mais ce geste a commencé à me faire mal. Elle enfonçait ses doigts entre mes poignets, appuyant fortement. Je ne pouvais pas parler, même si je voulais crier de douleur. J'étais comme paralysé, le dos contre le mur froid en carrelage. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je n'avais aucune idée si je pleurais ou non, car tout cela semblait si irréel. Ça me terrifiait. Ce n'était pas Alexandra. Puis quelqu'un est entré dans les toilettes. La porte était très bruyante, comme si ce bruit avait interrompu un sort, et tout est soudainement revenu à la réalité. J'ai cligné des yeux, et Alexandra se tenait à au moins 4 pas de moi, me regardant droit dans les yeux. Elle a souri et a dit « On parlera plus tard ». Puis elle est partie. Mais nous n'avons pas parlé plus tard. J'ai attendu car j'étais toujours blessée, confuse et curieuse, mais Alexandra m'ignorait. Par la suite, elle a demandé à être mutée au travail, puis elle m'a complètement coupé de sa vie. Et jusqu'à ce jour, je ne comprends toujours pas pourquoi. Je sais que la plupart des gens auraient probablement coupé les ponts en premier, mais elle avait été ma meilleure amie pendant tant d'années. Tout cela était si étrange, et je n'arrivais pas à comprendre. Et comme si tout cela n'était pas assez fou, ce soir-là, après notre confrontation dans les toilettes, David m'a finalement appelé pour s'excuser de ne pas m'avoir contacté plus tôt. David a dit qu'il avait eu peur que tout entre nous aille trop vite, mais qu'il avait repris ses esprits ce jour-là et voulait arranger les choses. J'avais du mal à croire que tout cela avait un rapport avec la boîte ou quoi que ce soit qu'Alexandra faisait dans cette salle de bain. N'importe qui aurait facilement pu expliquer cela comme une simple coïncidence, et je le pense aussi, mais parfois je me demande. Peut-être. Je me demande aussi pourquoi, si Alexandra pensait vraiment que j'étais à elle, elle m'a coupé de sa vie de cette manière. Le manque de conclusion à cette histoire est tout simplement horrible, surtout que j'ai encore cette image d'elle dans le miroir en tête, et la douleur dans mes poignets ne s'est pas estompée depuis ce jour. Elle me manque toujours, ma meilleure amie. Je pensais avoir trouvé un véritable trésor lorsque j'ai rencontré la famille de mon petit ami. Sa mère, dès le début, s'est montrée très gentille et chaleureuse. Elle a immédiatement voulu m'inclure dans les traditions familiales, même si je n'étais alors que la petite amie de son fils. Le père de mon petit ami était discret et typiquement masculin, mais il était aimable avec tout le monde. Tout semblait parfait, et la situation s'est encore améliorée lorsque mon petit ami m'a demandé en mariage. J'invitais ma future belle-mère à presque tous les événements de mon parcours de futur marié, avec ma mère et mes sœurs. Elle a pleuré en me voyant essayer ma robe de mariée, et les mots qu'elle a prononcés à mon mariage ont été parmi les plus beaux que j'ai jamais entendus. Ma propre mère m'a dit que j'étais la fille la plus chanceuse du monde d'avoir trouvé des beaux-parents si merveilleux. Ma grand-mère paternelle, quant à elle, était
pour le dire poliment, un peu folle. Elle n'avait jamais été une vraie grand-mère pour nous, car elle détestait ma mère. Mais dans mon cas, mes futurs enfants, si je décidais un jour d'en avoir, auraient le soutien inconditionnel des deux grands-parents. Ma mère était extrêmement excitée par cette idée. Pour plus de clarté, j'utiliserai ici des prénoms fictifs pour mieux expliquer la situation tout en conservant l'anonymat. Ma belle-mère s'appellera donc Lucie et mon mari Éric. Il est également important de préciser que nous sommes une famille blanche de France et que tout cela s'est passé à notre époque. Aucun de nous n'était vraiment religieux. La famille de mon mari était catholique mais ne fréquentait pas l'église régulièrement. Ma propre famille n'y allait que pour les mariages. En bref, il n'y avait aucun conflit religieux ni aucun autre signe annonciateur de ce qui allait arriver. Je ne peux pas dire que cela a été un revirement soudain, car tout s'est déroulé progressivement. Comme j'ai l'habitude de le dire, j'étais comme une grenouille, plongée dans une casserole d'eau qui chauffe lentement. Après le mariage, nous sommes partis en voyage de noces dans les Alpes, et c'était merveilleux. Nous parlions de tout et de rien à la fois. Une chose que j'ai clairement exprimée, c'était mon désir de poursuivre un master et d'attendre quelques années avant d'avoir des enfants. Jusqu'à ce moment-là, nous avions discuté de ces sujets de manière générale, mais après le mariage, il était temps de mettre en place des règles pour savoir dans quelle direction nous allions. Éric m'a totalement soutenu. Il a dit que c'était une excellente idée d'attendre, d'économiser de l'argent pour l'avenir, d'acheter une meilleure maison, etc. J'ai pensé, super, tout se passe à merveille. Lorsque nous sommes rentrés de notre voyage, nous avons repris notre routine quotidienne en tant que jeunes mariés. C'est à ce moment-là que j'aurais dû remarquer quelque chose, ou peut-être que cela a vraiment commencé alors. J'ai commencé à préparer tous les repas, et Éric est devenu plus désordonné qu'il ne l'avait jamais été. Nous avions vécu ensemble pendant 1 an avant le mariage, et il n'avait jamais été aussi paresseux. Il aimait cuisiner pour moi, mais dans cette nouvelle réalité, il laissait des affaires partout, ne faisait pas la vaisselle, me disait quand je devais faire la lessive et ce que je devais préparer pour le dîner. Je savais que c'était un signal d'alarme, mais il est difficile de remarquer ces choses quand on flotte encore sur un nuage après le mariage et le voyage de noces. Je travaillais tout en faisant des recherches sur les masters, où postuler, combien cela coûterait, et si je pouvais concilier cela avec mon travail. À la fin de la première semaine de retour, j'étais complètement épuisé. Le dimanche, j'espérais passer la journée au lit. Mais au lieu de cela, Éric m'a lâché une bombe. Ses parents venaient pour le déjeuner, donc je devais préparer la maison. Je lui ai demandé pourquoi il ne me l'avait pas dit plus tôt. Il a répondu qu'il pensait l'avoir fait, et a ajouté que dorénavant ce serait notre routine hebdomadaire. Je lui ai répondu « Pardon quoi ?» Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, et Éric a répondu que sa mère pensait que nous devions organiser un déjeuner ou un dîner hebdomadaire, car elle ne voulait pas que nous perdions le contact avec la vie familiale quotidienne. Je lui ai dit que cela ne me dérangeait pas, mais qu'il aurait dû m'en parler plus tôt, d'autant plus que j'étais épuisé après cette semaine de folie. Éric a dit que si je ne voulais pas le faire, je devrais appeler sa mère pour le lui dire. J'étais tellement furieuse, mais en même temps, j'aimais tellement Lucie que je n'aurais jamais osé faire une telle chose. Je me suis levé du lit, et j'ai dit à Éric que s'il fallait que nous travaillions le dimanche, alors il devait aussi m'aider. Il a accepté. Lucie et son mari, appelons-le Antoine, sont arrivés après que j'ai passé toute la matinée à préparer un bon repas. Et qu'a fait Éric? Il a tondu la pelouse. Eh bien, c'était quelque chose, mais cela ne changeait pas le fait que j'avais fait tout le travail. Nous nous sommes assis pour déjeuner, et Lucie voulait tout savoir de notre lune de miel. Nous avons ri en lui racontant diverses histoires. Après le déjeuner, Éric et son père sont allés sur la terrasse arrière pour boire et discuter. Cela ne m'a pas plu, car cela me laissait avec toute la pile de vaisselle à laver. Heureusement, Lucie s'est proposée pour m'aider, et j'en étais très reconnaissante. Je me sentais assez à l'aise pour lui parler de certaines choses qui me préoccupaient à ce moment-là. Je lui ai dit que son fils devenait plus négligé que jamais, et elle a ri en disant quelque chose comme « Ça arrive toujours quand les hommes se marient ». Je lui ai demandé ce qu'elle avait fait pour changer cela, et elle m'a regardé étrangement. Elle ne comprenait pas pourquoi je voudrais changer ça. Elle m'a dit que je devais simplement m'adapter car j'étais maintenant une épouse,
et être une épouse signifiait prendre soin de son mari. J'ai ri. Je pensais sincèrement qu'elle plaisantait, que cette femme incroyable ne pouvait pas me dire quelque chose d'aussi démodé, comme si c'était sorti des années 1950. Mais en la regardant, je me suis rendu compte qu'elle ne riait pas avec moi. Lucie me regardait droit dans les yeux, et j'ai perdu mon souffle pendant un moment car c'était effrayant. Je ne plaisante pas. Elle m'a dit qu'elle ne plaisantait pas et avec une légère irritation, elle a continué. Elle a dit que pendant des années, son devoir avait été de s'occuper de son mari et elle m'a demandé si je la regardais de haut. J'ai immédiatement secoué la tête. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait interprété mon rire de cette façon. Je lui ai expliqué que je travaillais aussi dur qu'Éric et que nous devions partager les tâches ménagères. Lucie m'a attrapé par le bras et l'a serré un peu trop fort pour que ce soit confortable, mais pas assez pour que je m'en plaigne. Elle m'a dit que dans le mariage, et surtout lorsque des enfants arriveront, ce serait encore plus difficile et que je devais m'y préparer. Elle a ajouté qu'elle voulait que ses petits-enfants grandissent dans une bonne maison. J'ai essayé de détendre ses doigts et lui ai dit que c'était bien, mais qu'Éric et moi avions discuté des enfants et que nous ne prévoyions pas d'en avoir de sitôt. La pression sur mon bras est devenue cette fois douloureuse. Lucie m'a demandé de quoi je parlais, et je lui ai dit que nous étions d'accord, Éric et moi, pour attendre d'avoir des enfants, car je prévoyais de faire un master. Finalement, elle a relâché mon bras et a jeté l'assiette qu'elle m'aidait à essuyer dans l'évier. J'ai littéralement sursauté au bruit. Elle m'a dit que je ne pouvais pas attendre pour avoir des enfants. J'étais déjà trop vieille. Apparemment 28 ans, c'est vieux. Et je devais commencer à en avoir immédiatement, sinon... Je ne vais pas répéter ces mots, mais elle a utilisé des termes très désagréables. Ensuite, elle a fait un long discours sur la manière dont les femmes se trompaient de priorité dans la vie. Selon elle, la carrière n'était pas importante pour une femme. Seule la famille comptait. Elle a ajouté que j'avais déjà un diplôme et un bon travail, alors pourquoi en vouloir plus? J'avais déjà tout accompli, et maintenant, je devais me concentrer sur l'avenir. Ne vous méprenez pas, je n'ai pas été convaincu par ce discours démodé, mais j'étais tellement choqué d'entendre de telles choses. L'une des raisons pour lesquelles j'ai mentionné notre pays, notre race et notre religion, c'est parce que je comprends que dans d'autres endroits, de telles attentes sociales peuvent encore exister. Mais pas dans la France moderne, du moins pas celle dans laquelle j'avais grandi et où je pensais m'être marié. Pourtant, j'étais si abasourdi que j'ai juste accepté. Quand Lucie a terminé son monologue, elle a voulu reprendre une assiette mais j'ai baissé le ton de ma voix et lui ai demandé gentiment de s'asseoir. Je lui ai servi du thé et je suis retourné à la vaisselle. Quand j'ai ramassé sa tasse vide, elle m'a doucement attrapé par le bras et m'a dit « Ne dis rien de tout cela à Éric. Ce sont des affaires de femme. Il n'a pas besoin de savoir. » Oh non, ai-je pensé. Ce même soir, une fois ses parents partis, et cela a pris bien plus de temps que je ne l'avais imaginé, je me suis assise pour parler avec Éric. Le déjeuner avait presque viré au cauchemar, et je craignais même de devoir leur préparer un dîner. Je lui ai dit que je n'allais pas tolérer ce genre de comportement et que je n'avais jamais accepté d'être une ménagère. Je voulais poursuivre ma carrière, et il devait être mon partenaire, pas un enfant dont je devais m'occuper. S'il ne pouvait pas faire cela, j'ai pensé que nous devrions divorcer. Éric a paniqué. Il s'est excusé et m'a dit qu'il ne s'était pas rendu compte de ce qu'il faisait, qu'il était désolé. D'accord, ai-je pensé, mais j'avais besoin de plus que des excuses. Je voulais un véritable changement dans son comportement, et cela a effectivement fonctionné. Après cette conversation, Éric est redevenu le partenaire qu'il était avant notre mariage. Le problème, bien sûr, était Lucie, ma belle-mère, avec qui je ne pouvais pas avoir une conversation comme avec Éric. J'ai accepté les déjeuners dominicaux hebdomadaires pour préserver la paix, mais Lucie a commencé à venir de plus en plus souvent. C'était toujours juste après mon retour du travail. Lors de sa première visite inattendue, elle a frappé à la porte, et je lui ai ouvert, bien que sans enthousiasme. Que pouvais-je faire? Elle était venue sous prétexte de me montrer quelque chose pour mieux m'intégrer à la famille. C'était un livre de cuisine, une copie de celui que toutes les femmes de la famille possédaient. C'était gentil, mais Lucie m'a demandé de préparer l'une des recettes ce soir-là, et elle est restée sans m'aider du tout.
Elle m'a dit que je devais tout apprendre par moi-même, car elle ne serait pas toujours là. Quand Eric est rentré, nous avons dîné, puis Lucie est partie sans m'aider à nettoyer. Un autre jour, elle est venue avec des chemises de son mari pour m'apprendre à recoudre des boutons. La fois suivante, sa leçon concernait une méthode spéciale de lessive qui rendait le linge plus doux et plus joli. Peu à peu, je perdais patience avec elle. J'en ai parlé à Eric et il a promis de lui parler. Plus tard, Lucie m'a invité chez elle, et cela semblait différent. Elle m'a offert des biscuits et m'a montré de vieux albums photos d'Eric enfant. Je savais que c'était une tentative subtile de me convaincre d'avoir des enfants, alors je faisais semblant de sourire et hochais la tête. Mais un soir a été particulièrement pénible. Je ne me souviens pas si j'avais eu une mauvaise journée au travail ou si je me sentais simplement mal, mais quand j'ai vu Lucie m'attendre devant la maison, je savais que quelque chose allait se passer. J'ai pris sur moi et je l'ai laissée entrer, l'écoutant parler d'une amie qui venait de devenir grand-mère. Elle a regardé autour de ma maison et a dit que je devrais passer l'aspirateur plus souvent, car il y avait trop de poussière. Je lui ai répondu que je le ferais bientôt. Elle a reniflé l'air et a affirmé que je devais aussi faire plus de ménage, car la maison sentait le moisi. Je suis allé dans la cuisine chercher de l'eau, et elle m'a suivi. Il y avait littéralement 2 assiettes dans l'évier que je n'avais pas eu le temps de laver le matin car j'étais en retard. Lucie a commencé à claquer la langue et à secouer la tête. Elle a dit quelque chose comme « Chérie, c'est ta responsabilité de garder la maison en ordre. Je viendrai plus souvent pour t'apprendre. » C'est à ce moment-là que j'ai perdu patience. J'ai recraché l'eau que j'étais en train de boire, j'ai commencé à tousser avant de pouvoir finalement dire, ou plutôt crier, quelque chose. Je lui ai dit qu'elle n'allait pas m'entraîner car je n'étais pas un chien. Je n'étais pas non plus une servante. 2 assiettes et un peu de poussière ne signifiaient rien. Et son fils ne s'était pas marié avec moi pour avoir une bonne avec qui il pouvait coucher. J'admets que j'étais très impoli et un peu hystérique. Honnêtement, je m'attendais à ce que Lucie réagisse de la même manière, qu'elle commence à crier, qu'elle soit furieuse que je lui ai élevé la voix, et qu'elle me fasse une autre tirade à la mode des années 50. Mais elle ne l'a pas fait. J'ai vu son visage devenir complètement inexpressif, et ses lèvres se sont resserrées en une fine ligne. Ses narines tremblaient légèrement, mais elle n'a rien dit. Elle a quitté la cuisine et est sortie de chez moi. J'ai voulu courir après elle pour m'excuser, mais j'étais trop fatigué. Je pensais de toute façon la revoir plus tard, et que nous pourrions en discuter. Je soupçonnais qu'Eric n'avait jamais vraiment discuté avec elle de notre accord, alors Lucie l'appellerait probablement en pleurant, se plaignant de la façon dont je lui avais parlé. J'attendais cette conversation honnête, mais quand Eric est rentré à la maison, il m'a embrassé comme si de rien n'était, et nous avons passé la soirée comme d'habitude. Il était fatigué, mais il m'a aidé à faire la vaisselle, il était attentionné, et nous sommes allés nous coucher de bonne humeur. Très bien, ai-je pensé. Peut-être que Lucie voulait que ces choses restent entre nous, c'est pourquoi elle m'avait demandé de ne rien dire à Eric de ses préoccupations de femme. Le lendemain matin, j'avais décidé que lorsque Lucie viendrait, je m'excuserais et nous en discuterions. Mais Lucie n'est pas venue. Elle n'a pas non plus répondu à mes appels. J'ai demandé à Eric si tout allait bien, et il m'a dit qu'il avait parlé à sa mère et que tout semblait normal. J'ai attendu quelques jours, puis j'ai décidé d'aller chez elle. Antoine a ouvert la porte et m'a dit que Lucie ne se sentait pas bien. Alors je suis rentré chez moi. Je dois avouer que je n'ai pas fait plus d'efforts. J'étais occupé avec mon travail et mes délais pour mes candidatures en master, et la vie avec Eric était si heureuse que Lucie est sortie de mon esprit. De plus, mon patron a commencé à surveiller mon travail de plus près, sans raison apparente. Les mois ont passé, et je me suis senti un peu déprimé, car aucune des écoles où j'avais postulé ne m'avait accepté. Pendant ce temps, Eric avait aussi beaucoup de travail. La vie continuait. Soudain, les fêtes de Noël sont arrivées, et nous devions aller chez Lucie, qui organisait une réunion de famille. Je n'avais pas vu la plupart d'entre eux depuis le mariage, alors j'ai décidé d'être gentil, et pour me rattraper un peu, j'ai fait une tarte aux pommes en suivant une recette du livre de cuisine que Lucie m'avait donné. Je l'ai apportée, et Lucie a froncé le nez,
et lancé une remarque sarcastique du genre « Je ne pensais pas que tu voulais être une bonne à tout faire et une cuisinière. » J'ai laissé passer, car elle était manifestement encore en colère contre moi. Le vrai problème, c'est que presque tout le monde à la fête m'évitait. Au début, je pensais me faire des idées, mais les gens quittaient discrètement les pièces quand j'y entrais. Plusieurs conversations se sont interrompues quand je suis sorti de la cuisine pour aller sur la terrasse arrière. Pendant toute la soirée, Eric n'a rien remarqué, mais moi, j'étais de plus en plus inquiète. Après le dîner, alors que tout le monde était encore dehors, j'ai réussi à attraper Lucie dans la cuisine. Je lui ai présenté mes excuses pour lui avoir crié dessus, en lui donnant toute une liste d'excuses et de justifications, et je me suis même blâmé moi-même, juste pour revenir dans ses bonnes grâces. Lucie a posé un plateau de verre vide sur le comptoir et s'est retournée vers moi. Elle a commencé par me remercier pour mes excuses, mais elle a déclaré qu'il était déjà trop tard. J'avais montré que je n'étais pas assez bien pour son fils, mais elle s'assurerait que je change. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Lucie a croisé les bras et a insisté sur le fait que je changerais bientôt d'attitude. Lucie n'avait jamais été une personne intimidante, mais la façon dont elle me regardait à ce moment-là ne ressemblait pas à la femme qui avait pleuré en me voyant dans ma robe de mariée. Pourtant, j'ai décidé de maintenir ma position. Je lui ai dit que je ne changerais pas, et que de toute façon Eric m'aimait tel que j'étais. Elle a souri et a ri, mais d'une manière très condescendante. Elle m'a dit qu'Eric ne m'aimait pas pleinement pour le moment, car il avait besoin d'une vraie femme, une comme sa mère. Elle a ajouté que j'avais eu la chance de devenir cette femme avec son aide, mais que j'avais gâché cette opportunité, et qu'elle n'avait donc plus d'autre choix. Lucie n'avait plus d'autre choix que de intervenir. Intervenir? Comment? C'est alors que Lucie m'a révélé toute la vérité. Elle m'a dit qu'elle avait appelé toutes les écoles où j'avais postulé, parce qu'Eric lui avait révélé où j'avais envoyé mes candidatures, et elle s'était assurée de parler très mal de moi. Elle avait également appris que mon patron était le mari de l'ami de sa tante, alors elle l'avait aussi contacté. Elle a dit « Bientôt tu n'auras ni école, ni travail, et tu pourras te concentrer uniquement sur Eric. C'est ton destin. » Je ne pouvais pas y croire. Ce qui s'était passé entre Lucie et moi des mois auparavant ne semblait pas si grave à l'époque, et jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais soupçonné une telle chose. Je lui ai demandé pourquoi elle me disait cela, sachant que je pouvais facilement révéler toute son intrigue à la famille. Lucie a ri, ce rire dédaigneux qui lui était propre, et m'a demandé qui me croirait. C'est alors que j'ai compris pourquoi tout le monde m'évitait ce jour-là. Elle avait dû dire quelque chose pour retourner la famille contre moi, et ils ne me montrèrent de la courtoisie que par respect pour Eric. Mais c'était bien plus que de la courtoisie. Avec un air satisfait, Lucie a commencé à raconter comment elle avait dit à tout le monde que j'isolais son fils d'elle. Elle a affirmé qu'Eric la visitait rarement parce que je l'en empêchais, et que je prévoyais de le forcer à subir une vasectomie pour que nous n'ayons jamais d'enfants. C'était insensé. C'était diabolique, vraiment. Et cela ne ressemblait en rien à la femme que j'avais connue. Je pense que Lucie attendait de me révéler ses plans, un peu comme un méchant dans un film qui dévoile tout son complot juste avant de tuer le héros. Elle a soupiré de satisfaction en terminant. C'était absurde. Je respirais difficilement, me demandant quel serait son coup final, et si je survivrais à tout cela. Mais j'ai survécu. Mon mariage avec Eric, en revanche, n'a pas survécu. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, je me suis effondré. Je sanglotais, le nez qui coulait. J'étais dans un état pitoyable. À un moment donné, j'ai remarqué qu'Eric ne faisait aucun effort pour me réconforter. Il était assis sur le canapé, les bras croisés, avec exactement le même regard que Lucie. Ses mots suivants ont résonné comme un écho de ceux de sa mère, bien que je ne voulais pas les entendre. Eric m'a dit que j'aurais dû écouter sa mère, et qu'il pensait que je serais une excellente maîtresse de maison, tout comme elle. C'était mon devoir de devenir ce que je devais être. Il a ajouté qu'il voulait cela depuis le début, bien qu'il ne me l'ait jamais dit et qu'il m'ait toujours soutenu jusque-là. Lorsqu'il a terminé de me réprimander, je lui ai demandé pourquoi il m'avait toujours soutenu auparavant. Il a répondu qu'il espérait que je comprendrais finalement ce qui était vraiment important. Il a également dit qu'il comptait sur une grossesse pour m'aider à comprendre, mais il s'est tu à ce moment-là. Il s'est levé, comme s'il avait accidentellement révélé trop de choses.
Je ne sais pas ce qu'il avait prévu de faire avec ma contraception, mais à ce moment-là, j'étais convaincu qu'il était capable de tout. Je savais que c'était la fin. Je lui ai finalement demandé « Est-ce que tu avais prévu tout cela avec Lucie ?» Eric n'a pas répondu, mais son visage a pris cette même expression stoïque que celui de sa mère. Je ne peux pas bien décrire cela, mais son silence a provoqué en moi une telle rage que je me suis jeté sur lui et je l'ai giflé aussi fort que j'ai pu. Je sais que c'était mal, je n'aurais pas dû faire ça. Je criais à Eric d'arrêter de me regarder comme ça, je me répétais, mais j'ai dit, ou plutôt crié, clairement que je ne serais pas la parfaite femme de maison qu'il pourrait intimider. Ce n'était pas ce que nous avions convenu. Tout à coup, il m'a frappé en retour. Logiquement, je savais qu'il l'avait fait par vengeance, car j'avais commencé, mais la douleur que j'ai ressentie, irradiant de ma pommette jusqu'à mes orteils, était indescriptible. Je voulais m'effondrer sur le sol et pleurer encore plus, mais l'expression de haine dans ses yeux m'en a empêché. Je me suis demandé s'il allait me frapper à nouveau, mais il a simplement secoué la tête et est sorti pour la nuit. Je ne sais pas si j'étais idiote de ne pas être parti plus tôt, quand sa mère avait commencé à agir bizarrement, mais je ne comptais pas rester idiote plus longtemps. Je viens d'une famille de femmes fortes qui m'auraient dit de partir. Mais c'était si doux amer. Toute la dernière année de ma vie, un mariage de rêve, une lune de miel et une famille que je commençais à créer, tout cela était fini. J'ai fait mes valises en moins d'1 heure, prête à partir. Eric est revenu alors que je mettais mes affaires dans la voiture et je me préparais à quelque chose. Mais nous étions dehors et nous nous sommes simplement regardés. Finalement, il m'a lancé « Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi ». Et bien sûr, il avait raison. J'ai trouvé quelqu'un de bien meilleur. Ironiquement, avec le temps, je suis devenu une mère au foyer, mais j'ai un vrai partenaire qui veut être un parent, pas seulement un mari qui s'attend à être tranquille après le travail. J'ai poursuivi mes études et j'espère retourner dans ma carrière quand mes enfants seront plus grands. Oh, et j'ai démissionné de ce travail presque immédiatement. Et avec tristesse, je dois admettre que je crois qu'Eric et Lucie ont trouvé une nouvelle Cendrillon à exploiter. Mais bon, comme on dit, pas mon cirque, pas mes singes.